Alors, on va recevoir la troisième présentation de la soirée. Donc, on reçoit la présentation de Nascan Gilles, intitulée « Au royaume des biais cognitifs, les aveugles sont rois et reines ». Pour le présenter, Nascan étudie la psychologie à l'UQAM, où il réalise ses travaux de recherche doctorale qui portent sur la facilitation de la pratique de méditation de type présence attentive, mindfulness ou pleine conscience. Il est le président et cofondateur de l'organisme Méditation en zone éducative. Donc, accueillons Nascan. Salut, magnifique audience. Est-ce que c'est trop fort quand je parle de même? Non. Super. Alors, je vais moi aussi me mettre un petit timer parce que j'ai moi aussi la tendance à parler beaucoup. Et voilà. Et je vais commencer ma présentation, malheureusement, par une mauvaise nouvelle. Donc, on apprend de belles choses sur les biais cognitifs aujourd'hui. Malheureusement, il y a de grandes chances que seulement un quart d'entre vous rentriez chez vous ce soir en utilisant le savoir que vous allez avoir. Je bloque dessus? C'est mieux comme ça, Mel? Parfait. Alors, il y a beaucoup de chances que seulement un quart d'entre vous rentriez ce soir en utilisant toutes les belles choses que vous allez avoir appris aujourd'hui pour vraiment porter attention à vos propres biais cognitifs et essayer de les corriger. La plupart d'entre vous allez certainement plutôt utiliser ce savoir-là pour critiquer votre blonde, votre chum, vos collègues, votre boss, votre superviseur de recherche. Alors, en quelques mots, c'est le biais de l'angle mort. Et on pourrait se demander pourquoi un tel biais existe. En fait, moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'on ne vit pas dans une société, une utopie rationnelle sans biais? Ça fait longtemps que les philosophes se questionnent sur la rationalité humaine, ses limitations, et il y a pas si longtemps, mais il y a quand même 60 ans, la psychologie cognitive est née, et on a commencé à identifier les biais cognitifs avec beaucoup de rigueur et de précision. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'aujourd'hui, dans nos débats publics, on ait plein de mécanismes qui nous permettent d'être libérés de ces biais-là. Malheureusement, vous savez sans doute, comme moi, que ce n'est pas nécessairement la tendance qu'on observe dans notre société. En fait, on constate une augmentation des positions extrêmes plus fermées. Et il n'est pas rare, je suis sûr que vous avez assisté à ce genre d'interaction, que vous pouvez peut-être, mais sans doute pas, vous reconnaître. Dans l'idée de voir dans nos opposants politiques des gens qui comprennent rien, qui ne voient pas le monde tel qu'il est, contrairement à nous. Et certainement, les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Mais amplifie, c'est le mot-clé. Il ne les crée pas, parce que ce phénomène-là, il prend racine dans le biais de l'angle mort. Très simple à expliquer, en quelques mots, on perçoit facilement les biais chez autrui, mais pas chez nous. Et là, j'utilise le mot « biais », mais on pourrait aussi parler plus largement d'arriver à percevoir les erreurs de jugement, la partialité, le manque d'objectivité, d'identifier que cette décision-là, elle a été faite, mais c'est à cause du contexte, à cause d'une émotion. Mais évidemment, nous en tout cas ce soir, on commence à avoir du vocabulaire pour parler des biais cognitifs, il y a même le risque qu'on s'en sente plus immunisé. En fait, il y a un quart de la salle qui va sortir d'ici en se croyant plus immunisé aux biais cognitifs parce qu'ils en ont appris davantage. Donc, c'est comme si notre regard était tourné vers les autres et que les biais s'accumulaient sournoisement dans notre dos. Alors, je vous entends me dire, mais Nascan, pourquoi? Alors, pourquoi ça arrive? On va voir quelques explications, mais peut-être même que certains d'entre vous connaissez l'effet meilleur que la moyenne, qui est un effet très robuste ou surtout plein de caractéristiques. On se perçoit comme étant meilleur que la moyenne. Alors, ça ne va pas arriver sur tout. Par exemple, moi, faire des parallèles, je suis mauvais. Et si on me demande à quel point tu es bon à faire des parallèles, disons qu'on met une échelle qui va de 0 à 10, puis 0, c'est un enfant de 2 ans dans un go-kart, puis
10, c'est Jacques Villeneuve. Ben, je ne sais pas si Jacques Villeneuve fait des parallèles, mais il doit être bon avec les chars. Je vais me situer quelque part près de 2. T'sais. Par contre, si on me demande de me noter sur une caractéristique qui est socialement désirable, puis surtout qui est floue, qui est difficile à définir, comme par exemple la moralité, ah, là, je suis moral. Dans une échelle de 0 à 10, où 0 serait peut-être Hitler et 10, Nelson Mandela, je vais m'approcher du Nelson Mandela, là. Alors, ça, c'est un effet qui est très robuste, et on pourrait se dire, ben, peut-être les biais cognitifs, c'est juste ça. Les gens évaluent qu'ils sont meilleurs que les autres, en termes, ou qui sont meilleurs que les autres à ne pas être biaisés. Mais il y a une petite spécificité à comprendre. Alors, si je prends n'importe quel biais, comme celui que je viens de vous expliquer, le biais de l'effet meilleur que la moyenne, et que j'essaye de le corriger. Donc, par exemple, je vous fais passer un questionnaire où il y a des caractéristiques comme la moralité et vous devez vous évaluer. Après ça, je vous prends vraiment le temps de... On s'assoit ensemble, puis on discute. Puis je dis, tu sais, par exemple, Mel qui est ici, tu sais, Mel, il y a quelque chose qui s'appelle l'effet meilleur que la moyenne. Beaucoup d'études qui montrent que... Et là, j'explique vraiment le biais, le contexte dans lequel il survient, et c'est très clair que tu viens de sortir d'un contexte où tu aurais été influencé. Et là, je te demande, Mel, est-ce que tu penses que tu as répondu en étant un petit peu, peut-être, une surestimation de tes capacités? Est-ce que tu penses que ce que tu as répondu, finalement, c'est vrai? Maintenant que tu as appris que ce biais-là existe, ça ne change pas ta réponse? Ou tu penses, maintenant que tu as appris l'existence de ce biais-là, que finalement, peut-être que j'ai mis 9, mais j'aurais dû mettre 10. Et c'est là d'où viennent mes fameuses statistiques de l'ouverture, et ça a été répliqué avec plusieurs échantillons, autant des universitaires que des travailleurs, qu'il y a seulement un quart qui va dire « Ouais, je pense que je me suis peut-être surestimé un peu. Dans le fond, je ne suis pas Nelson Mandela. » Il y a une bonne partie des gens, donc à peu près la moitié, qui va dire « Ah, ben non, merci de l'information, mais non, je maintiens mes réponses. » Et même, il y a un quart où on va avoir un drôle d'effet. Ça claque, là, c'est pas dans ma tête, là. C'est pas un biais de claquage. Okay? Mais est-ce que j'ai une agentivité? C'est-tu quand je m'avance ou ça, c'est un biais de... OK, excusez-moi. Alors... dans le fond, la dernière partie qui est très intéressante pour nous, parce que c'est les gens qui, quand ils apprennent l'existence du biais, ils vont dire « Ah, ce biais-là existe », puis la majeure partie des gens, ils surévaluent. Mais moi, je suis meilleur que ça, fait que je me suis sûrement sous-évalué. Donc, ils pensent, après avoir été exposés à l'information, qu'ils ont été, dans le fond, modestes. Okay? Donc, ils deviennent meilleurs que Nelson Mandela. Donc ça nous vient principalement de Emily Pronin, professeure à l'Université de Princeton, qui a commencé ses recherches en 2000 et ça se poursuit aujourd'hui. Donc on voit que ce n'est pas juste l'effet meilleur que la moyenne, il y a un effet métacognitif. Donc on a de la misère même quand on est exposé à l'information très claire sur les biais cognitifs, comme ce soir, à vraiment, après ça, les détecter et les voir chez nous. Donc, on a parlé déjà de quelques-unes des raisons qui pourraient expliquer ça. On parle de désirabilité sociale et d'accessibilité. Accessibilité, on vient d'en parler avec le biais de transparence. Le fait que chez nous, on est capable de voir, on a accès à beaucoup de choses, beaucoup de raisons qui peuvent expliquer notre comportement. Mais on n'a pas nécessairement accès aux processus inconscients comme les heuristiques qu'on a vus qui opèrent de façon automatique. Et la désirabilité sociale, bien évidemment, c'est vraiment plus cool. Ignorez ça. C'est vraiment plus cool de ne pas être biaisé. C'est vraiment quelque chose qui va être désirable, d'être capable de prendre des décisions qui sont justes, de bien voir la réalité. Alors, il y a une autre raison que j'aime beaucoup, et les gens en psychologie vont me dire « Ah, tu parles encore de ça », mais c'est une expérimentation qui est importante à se rappeler.
Notre cerveau rationnel, sa fonction primaire, c'est surtout de justifier nos comportements, pas nécessairement de voir la réalité telle qu'elle est. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'expérience de Michael Gazzaniga, qui est chercheur en sciences cognitives à l'Université de Californie, qui travaillait avec des patients dont les 2 hémisphères ont été coupés. C'est des patients vraiment intéressants parce que chaque hémisphère contrôle des choses différentes. Hein? Notre hémisphère gauche contrôle le langage. Chacun de nos 2 hémisphères contrôle un émission visuel, ce qu'on voit d'un côté et de l'autre. Donc, c'est très intéressant. Si je présente quelque chose ici à un patient comme ça, il va être capable, parce que son cerveau droit, là, va falloir me suivre, ça va devenir droite-gauche, qui traite l'information, et va être capable de bouger sa main gauche, l'hémisphère droit contrôle la main gauche, pour dire ce qu'il a vu. Par exemple, un soleil, il va être capable de pointer le soleil. Là où ça devient funky, c'est si je demande, par exemple, je dis à la personne « lève-toi ». Là, la personne se lève, mais la partie qui contrôle la parole, c'est l'hémisphère gauche. Donc, si je lui demande d'exprimer pourquoi il s'est levé, il va inventer une raison. Il va dire « Ah, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais envie de me prendre une bière, je m'en vais. » Il est en train de faire une expérimentation, tu sais. Alors, on voit, ça c'est une expérimentation qui montre que la fonction de notre cerveau, c'est vraiment de justifier. Donc, notre cerveau est un avocat qui va vous défendre à n'importe quel coup. Donc, dans les biais écocentriques, ben, il va trouver des justifications pour dire pourquoi vous êtes meilleur que tout le monde. Les biais endogroupe, plein de raisons pour justifier que votre groupe est le meilleur. Et le biais de l'angle mort, ben, plein d'histoires qui justifient que notre comportement, il est rationnel, objectif. Et d'autant plus, on le dit, comme ces biais sont inconscients et automatiques, c'est très dur pour cet avocat-là qui déjà veut nous défendre à n'importe quel prix de considérer la possibilité que peut-être nous aussi on est biaisés. Donc, pourquoi négocier? Pourquoi faire des compromis? Pourquoi avoir de la diplomatie envers quelqu'un qu'on considère comme pas en contact avec la réalité, comme biaisé? C'est un problème c'est ce qui fait que ce biais-là est un grand problème qui vient vraiment influencer des conflits interpersonnels comme politiques, nationales, internationales. Est-ce qu'on peut l'éviter? Oui. Puis mon message, ce serait vraiment, prenez pour acquis que vous êtes biaisé comme tout le monde. Donc, on considère qu'on est biaisé, on essaye de trouver où, de quelle façon. Et il y a un exercice qui peut aider, ça donne que ma thèse est là-dessus, mais c'est la méditation parce que c'est vraiment un exercice d'introspection. Donc, ça nous aide à mettre en lumière des choses qui sont normalement cachées et c'est une des raisons pourquoi je vous enjoins d'en commencer la pratique. Merci. Merci, Nascan. Donc, je vais inviter encore une fois les gens à venir poser leurs questions au micro. Salut, Nascan. C'était une super belle présentation. Bravo. Je voulais savoir, par rapport à la méditation, est-ce qu'il y a des formes de méditation spécifiques que tu recommandes, des trucs pour aider à faciliter la pratique pour les gens qui ont peut-être plus de difficultés? Oui, merci. Faciliter la pratique de méditation, ça ressemble à un beau sujet de thèse. Oui, ben c'est surtout la méditation de type présence attentive, donc où on se pratique, dans le fond, à s'observer sans jugement. Puis généralement, si vous connaissez, si vous pratiquez, vous allez surtout voir que vous n'y arrivez pas, donc vous êtes constamment en train de vous juger. Mais justement, ça pratique l'introspection parce que vous prenez conscience de beaucoup de processus qui sont normalement assez automatiques, assez inconscients. Présence attentive, c'est souvent connu sous le nom de mindfulness ou pleine conscience. Donc, c'est quand même celle qui est trendy ces temps-ci. Si vous oubliez une application, vous avez des chances de tomber là-dessus. Merci. Super présentation en passant. J'ai une question. Est-ce que le biais de l'angle mort, le fait qu'on se surestime, ça ne serait pas lié un peu à l'apprentissage de l'estime de soi? Sachant que l'estime de soi en Occident est vraiment individualiste, ou est-ce que on se valorise au détriment de l'autre? Est-ce que ce ne serait pas culturellement situé, cet angle mort-là?
Peut-être au niveau de certains biais qui seraient plus individuels, mais il y a des biais qui vont aussi s'appliquer à des méthodes de pensée un peu plus tribales. Donc, je ne vois pas de raison pour lesquelles ça ne s'appliquerait pas. Par contre, pour vraiment répondre à votre question, il n'y a pas encore les données qui existent. À ta question, je ne sais pas pourquoi je t'ai vous voyez. Je suis pas si vieille, là. Non, c'est ça. Donc, la vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas les données, mais c'est pas juste une question individuelle. Ça peut s'appliquer aussi dans le contexte de biais de groupe, dans le fond. OK. Il n'y a pas eu d'études genre culturelles? Non, qui comparent, OK. même si c'est assez situé aux États-Unis. Si ça se trouve, c'est juste les Américains qui sont comme ça. Fait que c'est vrai que c'est une limitation, dans le fond. Là. Il manque, sur ce biais-là, il manque beaucoup de données. Juste le mot en anglais, là, cross-cultural. Pierre-Carl Pelado ne serait pas content de moi, mais... Salut, Nascan. Quels seraient, toi, tes plus grands angles morts? Moi, j'avais... C'est drôle, mais je faisais le biais sur l'angle... Je travaillais sur le biais sur l'angle mort, puis je me dis... Est-ce que, vu que je travaille là-dessus, je vais commencer à penser que moi, je suis immunisé contre le biais de l'angle mort? Fait que je me suis fait cette réflexion-là. Mais sinon, je sais pas, mon chum... Un être humain parfait. Merci pour l'excellente question. Hello, c'est vraiment bon, bravo. J'ai lu à un moment donné une étude qui était vraiment épeurante qui disait que peut-être qu'enseigner les sophismes aux gens, ça les rend moins bons à détecter les sophismes, notamment sur eux-mêmes. Fait évidemment, tous les profs de philo de cégep sont comme in shambles. C'est vraiment un problème. Fait que je me disais par rapport à ce que tu disais au début de la présentation aussi, est-ce que enseigner les biais, enseigner les sophismes aux gens, ça pourrait augmenter le biais de blind spot? Puis y a-t-il une manière d'enseigner qui tomberait pas là-dedans? Ben oui, en fait, c'est ce qu'on observe. C'est dans la façon, évidemment, c'est dans la façon de l'enseigner, mais oui, c'est que plus les gens, en fait, ont des connaissances sur les biais, plus c'est facile pour eux de les appliquer à autrui. Mais comme on en parlait, c'est des processus qui sont généralement inconscients, qui n'ont pas accès. Plus eux-mêmes, ils sont capables de justifier que c'est pas ça qui se passe parce qu'eux connaissent. Donc, il n'y a pas encore il n'y a pas eu, malheureusement, je voudrais bien, là, dans ma ligne du temps d'Utopie sans biais, de programmes pour débiaiser. Les seuls où on des petites études expérimentales où il y a du débiaisage cognitif, c'est par la méditation. Donc, c'est pas juste parce que je suis biaisé, parce que c'est ma thèse, mais c'est les seules données que j'ai vues là-dessus. Mais c'est vraiment d'encourager l'humilité puis le fait que, justement, souligner le risque maintenant que vous savez ça. Donc, ce soir, maintenant, vous connaissez certains biais. Vous allez vouloir sans doute le voir plus chez autrui, puis moins chez vous. Donc, c'est d'être conscient de ces tendances-là, puis de partir du point de vue que, OK, je vais être biaisé moi aussi, où sont mes biais? Fait que moi, c'est vraiment la question, la façon de le formuler. Mais il manque, encore une fois, de données, il manque de programmes, il manque d'intervention pour vraiment dire comment on peut aborder les biais cognitifs pour que ça soit fait d'une façon qui fait que les gens sont moins à risque de tomber dans le biais de l'angle mort. Puis tu parlais des profs de philo, mais tu sais, des fois, c'est des profs de sciences cognitives qui sont... Tu les vois aller, puis tu es comme... Tu vois ça. Donc, j'espère que ça va s'en venir, qu'on va avoir plus de solutions, parce que c'est clair qu'il n'y a pas juste la méditation, puis c'est clair que c'est pas tout le monde qui aime la méditation, mais pour l'instant, c'est la seule programme structuré là, qui existerait pour ça. Super, merci. Bonjour, j'aurais une question. Peut-être ma compréhension est mauvaise, mais vous dites que la méditation, c'est le seul moyen, mais en quoi la restructuration cognitive, par exemple, ne serait pas un bon moyen de justement éliminer les biais, parce que c'est un processus thérapeutique qui vient justement à identifier et à proposer des hypothèses alternatives. Bien, je suis corrigé. Oui, non, je ne voulais pas corriger, mais je voulais juste m'assurer de ma compréhension. Je suis vraiment désolé. Mais non,
C'est parfait. C'est la seule... ça me permet une nuance importante. Donc, par exemple, avec des... C'est vrai, c'est ce qu'on va faire beaucoup en TCC quand on travaille avec des clients. Mais c'est que c'est long, OK? Donc, c'est un processus qui est long. Fait que ça me permet une bonne reformulation. La méditation, c'est que c'est des effets un peu immédiats. Donc, c'est des études expérimentales où on prend des gens qui ne savent même pas méditer, puis on leur apprend sur le coup. Puis, il y a probablement tout plein de choses autres de la méditation, mais des choses qui nous mettent en contact avec nous font prendre conscience de nos cognitions, nous font prendre conscience de notre corps. Ouais. Donc, je vais corriger. C'est la seule dans le domaine des études expérimentales. Okay. Maintenant, à long terme, c'est sûr que la TCC peut être efficace. C'est sûr que probablement toute démarche thérapeutique va favoriser une forme d'introspection qui va aider à faire ça. Mais c'est plus compliqué des fois pour les gens de consulter pour moins baiser, mais tout à fait raison. J'aurais une autre question, parce que c'est vraiment pas une intervention que je connais, mais de base, comment est-ce que vous introduisez la méditation? Est-ce que vous l'introduisez disant que c'est une méthode qui vise un peu à pallier ces biais cognitifs-là? Parce que de base, adhérer à la méditation sous cette justification-là, c'est de reconnaître la présence de biais cognitifs, donc un peu indirectement commencer à... Est-ce que ça fait sens? Bien, sûrement, mais j'ai pas compris. Je pense que c'est correct. Peut-être que j'ai une bière de trop, mais je te souhaite une belle soirée. Désolé. Merci beaucoup, belle audience. Donc, merci encore, Nascan, pour ta bonne présentation.